Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 33e émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent et bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 33e émission, nous accueillons Patrick Capberne, président de la Ligue Occitanie de course d'orientation, Valérie Berger, présidente du comité départemental de Haute-Garonne de course d'orientation et trésorière de la Fédération française de course d'orientation, Loïc Capberne, membre de l'équipe de France senior de course d'orientation pédestre du club du Toulouse Olympique Aérospatial Club, le TOAC, section CO, Michel Caudron, président du comité départemental de vol à voile de la Haute-Garonne, Antoine Paulus, pilote de planeur association Vélivol de Tarbes, et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et oui Pauline, au sommaire de cette émission, c'est un sport de plein air qui combine la navigation, la course à pied et la réflexion stratégique que nous vous proposons. Alors, pour ne pas perdre le nord, munissez-vous d'une bonne paire de chaussures de sport, d'une boussole, d'une carte et rendez-vous au départ pour disputer une course d'orientation. À suivre, nous vous proposons de vous projeter en train de surfer dans les airs pendant des heures en survolant sereinement les plus beaux paysages de France. Imaginez-vous en train de voler avec les aigles dans un planeur silencieux en jouant avec les courants ascendants créés par le soleil et le vent. Vous l'aurez compris, nous serons avec vous à bord de planeurs pour vivre une expérience unique de vol à voile, alliant la sensation de vol libre à la nécessité de comprendre et de réagir aux forces naturelles. Mais avant le coup d'envoi de cette 33e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent. Et oui Pauline, les Jeux Olympiques de la jeunesse, Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse qui se déroulent actuellement à Gangon en Corée du Sud jusqu'au 1er février avec la participation de 1800 athlètes de 78 comités nationaux olympiques différents bien sûr et qui vont prendre part à 15 disciplines dans 7 sports. Ces Jeux ont pour but de rassembler les jeunes athlètes talentueux de 15 à 18 ans et originaires du monde entier. Et la France a déjà gagné 7 médailles lors des 2 premières journées. Les Bleuets Antonin Guy en biathlon et Jonas Cholet en snowboard ont été doublement dorés. Et on va passer au ski alpinisme avec la Coupe du Monde à Coma Pedrosa en Andorre. Les Français Émilie Harop et Thibaut Anselmet se sont hissés sur le podium lors de la Vertical Race. Chez les dames, Émilie Harop, deuxième, échouée à seulement 10 secondes de sa concurrente, l'italienne Alba De Silvestro. Célia Peria PC termine à la 5e place et chez les hommes, le français Thibaut Anselmet a pris la 3e place. Et donc on passe au ski alpin avec un exploit, Pauline, un véritable exploit. Déjà vainqueur, c'était à la Coupe du Monde à Kitzbühel en Autriche. Et déjà vainqueur vendredi, Cyprien Sarrazin a remporté la 2e descente de Kitzbühel samedi. Il a réussi un doublé historique, sa 4e victoire de l'hiver en Coupe du Monde. Il rejoint ainsi de grands champions comme Kili qui avait aussi réussi cet exploit par le passé. Toujours en sport d'hiver et cette fois c'est le biathlon avec la Coupe du Monde d'Antols Anterselva en Italie. C'est la Suissesse Lena Ekigros qui a remporté vendredi sa première Coupe du Monde sur l'individuel, 12,5 km, devant les Françaises Julia Simon et Lou Jean Monod. Doublé éclatant des Bleus, les Françaises ont été à la fête dimanche sur la Mastart d'Antols en Italie avec la victoire de Julia Simon devant Lou Jean Monod, alors que la Suissesse Lena Ekigros complète le podium. Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet s'est finalement classé 4e de la Mastart dimanche derrière un trio de Norvégiens. Alors on passe au tennis de table avec une info qui est tombée, donc le top 16 européen, et on a une Française qui a gagné, Yuanan Yua, qui est médaillée d'or. Elle réalise l'une des plus belles performances de sa carrière en remportant ce top 16 européen. Elle rejoint ainsi un certain Philippe Gassien, vainqueur en 1997 au palmarès des Français vainqueurs de la compétition. Et on va noter aussi que Alexis Lebrun, qui chez les hommes termine lui à la 3e place de ce top 16 européen, médaillé de bronze. Et en tennis cette fois, parlons de l'Open d'Australie, un tournoi du Grand Chelem. Le tennis français retrouve des couleurs à Melbourne avec un bon parcours pour les garçons, 4 qualifiés
pour le 3e tour, puis 2 en 8e. Chez les dames, 3 qualifiés pour le 3e tour. Les exploits de Clara Burel face à l'américaine Jessica Pegula, 5e mondiale, et d'Arthur Cazot, époustouflant vainqueur du danois Holger Rune, 8e, ont replacé jeudi le tennis français sur l'échiquier du haut niveau en Grand Chelem. Mais fin de parcours chez les hommes en 8e de finale, Adrian Manarino n'a pu rien faire face à Novak Djokovic. Totalement surclassé, le français a dû se contenter de voir défiler les points et s'est incliné en 3-7. Arthur Cazot ne verra pas lui non plus les quarts de finale. Le français, bien que très présent dans le match, n'a pas réussi à venir à bout d'Hubert Hurkacz. 7-6, 7-6, 6-4. Et chez les femmes, Océane Dodin, dernière représentante française en 8e de finale face à la chinoise Qi Wenzheng, a été éliminée ce lundi en 2-7, 6-0, 6-3 par la tête de série numéro 12. Ils ont quand même fait un bon parcours, ça fait plaisir de voir les Français à ce niveau. C'est de bon espoir pour l'année qui vient. On passe en basket, Pauline, avec pour les dames, on va commencer avec l'Euroleague, donc la Coupe d'Europe, la Ligue des champions, on va dire pour les femmes. Villeneuve d'Ascq s'est offert un succès important mercredi face à Prague 90-81, qui est donc Prague étant le leader du groupe. Les 2 autres clubs français engagés en Euroleague se sont eux inclinés. L'Asvel contre Chio 83-90 et Basketland à Salamanque 69-49. On passe à l'Eurocoupe femmes. L'ATES Montpellier a battu les Italiens de Sassari 79-69 jeudi et s'est qualifié pour les quarts de finale. La Roche-sur-Yon, dominée par Riga 69-61, a été elle éliminée. On revient donc au niveau de la France, donc Coupe de France femmes, c'était cette Coupe de France. Vainqueur samedi de Villeneuve d'Ascq 74-57 avec le choc des quarts de finale. Bourges se qualifie pour les demi-finales avec l'Asvel qui a sorti Charleville-Mézières 73-54 et Basketland qui s'impose sur le fil à Saint-Amand 65-63. Tarbes de son côté s'est imposé sur le parquet de l'ATES Montpellier 69-64 dimanche pour compléter le dernier carré de la Coupe de France de basket. On passe chez les hommes maintenant avec l'Euroleague Hommes. Monaco qui balaie le Real de Madrid, champion d'Europe et leader de l'Euroleague 98-76. Un bel exploit de la part du club de Monaco. L'Asvel, par contre, s'est incliné chez la Virtus Bologne 73-63. En Eurocoupe Hommes, Paris a dominé son dauphin, l'Apoel Shlolom Tel Aviv à Belgrade 104-86. Mercredi, quand Bourg-en-Bresse a battu l'Iklak Belis Bané Vezis 104-71. J'espère que je ne me suis pas trompé. Les 2 clubs français restent en tête de leur groupe, Pauline. À toi. Et en championnat d'Europe handball, l'équipe de France de handball n'a pas manqué le rendez-vous samedi face à l'Islande. Les Bleus se sont imposés 39-32 pour leur 2e rencontre du tour principal. Ils s'étaient imposés face à la Croatie 34-32. La France se rapproche des demi-finales. Et en Ligue des champions femmes cette fois, Metz s'est déjà assuré une place en 8e de finale de la Ligue des champions en maîtrisant les Polonaises de Lubin 30-24 dimanche. Chahutées en première mi-temps, les Brestoises ont, elles, inversé la tendance pour s'imposer samedi face aux Allemandes de Bietigheim 37-30. On passe du handball au volley, Ligue des champions. Tours domine Ljubljana en 3-7 et se qualifie pour les playoffs de la Ligue des champions. Et au niveau France, Marmara Spike League, Montpellier poursuit sa lancée et s'est imposé face à Nice 3-7-0. Narbonne s'était aisément imposé à 7-3-0 alors que Toulouse s'est laissé surprendre à domicile par Paris 1-7-3. Et en football féminin, la D1 Arkema, sous la menace d'une égalisation montpelliéraine pendant près d'une heure, le leader lyonnais a maîtrisé son sujet 2-1 dimanche pour remporter sa 13e victoire en 13 journées de D1. Et on passe en football donc chez les hommes avec cette fameuse Coupe de France, vainqueur l'année dernière de la Coupe de France. Toulouse n'a pas réussi le doublé. Le TFC s'est incliné dimanche à Rouen, club de national dans un 16e de finale au scénario époustouflant. 3-3 à la fin du match réglementaire et Pauline au tir au but 12-11 et finalement donc Toulouse a perdu ce match. Monaco de son côté s'est qualifié grâce à un triplé de Ben Yedder 3-1 face à une vaillante équipe de Rodez. Le match Feigny-Aulnois National 2 Montpellier qui est en Ligue 1 est reporté au 24 janvier. Le vainqueur rencontrera Nice. Et en rugby, la Champions Cup, Toulouse vainqueur de Bath 31-19 finit premier de son groupe et affrontera le Racing 92 en 8e de finale. C'est un jour historique pour l'aviron bayonnais, battu lors des 3 premières journées de cette Champions Cup. Le club basque a frappé un grand coup dimanche en venant à bout d'Exeter 40-17. La Rochelle qualifiée pour les 8e de la Champions Cup après sa victoire à Sale 24-37. Malmené en deuxième période, Lyon s'est incliné sur la pelouse des Saracens
39-24. Les Parisiens ont subi une 4e défaite face aux Stormers 20-24 et se sont éliminés de toute coupe européenne. Large vainqueur des Gallois de Cardiff samedi 48-26. Le Racing 92 s'est qualifié pour les 8e de finale. Bordeaux-Bègles s'est incliné avec les bonus offensifs et défensifs face aux Bulls 46-40 à Pretoria. C'est fini pour Toulon en Coupe d'Europe cette saison. Les Varois n'ont pas existé à Glasgow, 29-5, encaissant leur 4e défaite en autant de matchs. En Challenge Cup, cette fois, c'est toujours du rugby. Pau, Clermont et Montpellier ont validé samedi leur ticket pour les 8e de finale de Challenge Cup. Les Auvergnats amènent les Castrés avec eux en phase finale. Déjà éliminés, Oyonnax ne jouait plus rien. Ils ont terminé leur parcours européen sur une bonne note en arrageant la victoire face au Cheetah 28-27. Après sa défaite contre Newcastle 23-32, Perpignan avec 0 victoire et 0 points est éliminé. Et terminons avec la Pro D2. Aix-en-Provence met fin à l'invincibilité de Béziers à domicile en s'imposant 18-17. Aix-en-Provence passe leader, Béziers 3e. Colomiers concède une nouvelle défaite face à Soyaux-Angoulême 20-16 et Brive s'impose à Montauban 38-13. Et oui, merci Pauline pour ces résultats de rugby. On va terminer par l'automoto pour une fois et la fin de la 46e édition du rallye Dakar maintenant dit-on. Donc on recevra d'ailleurs la semaine prochaine des représentants qui ont participé à cette belle épreuve. Donc cette épreuve qui s'est déroulée en Arabie Saoudite du 5 au 19 janvier dernier. Et c'est l'Espagnol Carlos Sainz sur Audi, 61 ans, qui a remporté le 4e Dakar de sa carrière, à chaque fois avec des constructeurs et des scénarios différents. Avant cette émission où il a devancé le Belge Guillaume Demévieux sur Toyota, il y a eu le Qatarien Nasser Al-Attiyah comme dauphin à 3 reprises. Le Français Sébastien Loeb, longtemps au contact, a finalement terminé à la 3e place après de graves problèmes mécaniques. En moto, c'est l'Américain Ricky Brabec sur Honda qui a remporté son 2e Dakar au terme de la 12e et dernière étape à Yanbu en Arabie Saoudite. Le Français Adrien Van Beveren sur Honda, lui aussi 33 ans, est monté pour la première fois sur le podium en 3e position derrière le Botswanais Ross Branch. Classement final donc pour vous donner plus de précision, classement final donc en camion. L'équipage République tchèque Marcin Massi, Francis Tech, Tomaszek et David Zwanda qui ont remporté le classement camion. Et le classement final de quad, Manuel Andourar, qui est argentin, sur Dragon Rally Service, a remporté la victoire. Voilà Pauline pour ces résultats. Merci Laurent pour ces résultats. Tout de suite, notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, en compagnie de Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous allons vous proposer de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol. Bonjour Bernard. Bonjour. Et de Pauline Gaston-Conduite. Bonjour. Bonjour. Alors je vous propose de remonter le temps pour explorer les débuts de la participation féminine aux Jeux Olympiques. On l'a évoqué lors des précédentes chroniques. Dans les premières éditions des Jeux, au tournant du XXe siècle, les femmes sont absentes des compétitions. Beaucoup de préjugés sont associés au sport féminin comme une transformation peu esthétique de la silhouette parce que trop musclée, une perte de la féminité, une atteinte à la fertilité. Mais en 1900, 4 ans après la première édition, malgré la réticence de Pierre de Coubertin, les femmes sont néanmoins présentes aux compétitions de golf et de tennis dans le cadre de l'exposition universelle de Paris. C'est un pas significatif vers l'inclusion des athlètes féminines. Alors, j'ai une question pour vous. Quelle est la première femme à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux ? Les premières grandes personnalités féminines émergent dans les années suivantes. Une pionnière mémorable se nomme Hélène de Pourtalès. C'est une navigatrice suisse-française qui a écrit l'histoire. En devenant la première femme à remporter une médaille d'or olympique aux Jeux de 1900, cette dame était membre de l'équipage du voilier l'Erina dans la compétition de voile, marquant ainsi le début des exploits féminins aux Jeux. Oui, alors Bernard, après on est passé tout de suite déjà en 1908 avec la participation d'une athlète britannique, Charlotte Cooper, qui a remporté les médailles d'or en tennis. Et ça, elle devient en même temps la première femme championne olympique en simple et en double. Et en fait, pourtant, malgré ces participations-là, les femmes aux Jeux Olympiques, c'est loin d'être évident, Pauline. Oui, face à l'hésitation du CIO, c'est-à-dire le Comité international olympique, à ouvrir les portes des Jeux aux femmes, elles ont pris l'initiative d'organiser leur
propre aux rencontres sportives internationales, notamment Alice Mia, championne d'aviron d'exception après la Première Guerre mondiale, a joué un rôle central dans la fédération du mouvement sportif féminin. Effectivement, dans le déroulé, en décembre 1917, la Fédération des sociétés féminines et sportives de France voit le jour, avec Madame Alice Milliat en tant que présidente. Oui, parce que ça a été une réaction de la part des femmes, parce qu'elles ne se sentaient pas acceptées dans ce grand concert des Jeux Olympiques, en fait. Effectivement, dans le long et dur combat que mènent nos dames préférées face à la rétention du baron, avec les vertus que l'on a citées par ailleurs, les dames n'étaient pas encore invitées pour ce dont nous parlait Pauline. Oui, parce que justement, Bernard, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas le droit au chapitre. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une réaction, ce qu'on peut comprendre. Hein. C'est un peu macho de la part de notre baron Pierre de Coubertin, en fait. Effectivement, on dira ça. Confronté au refus de notre cher baron de Coubertin d'intégrer des épreuves féminines d'athlétisme aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920. Cette dame précitée prend l'initiative d'organiser les premiers Jeux mondiaux féminins d'athlétisme à Monte-Carlo en 1921. Cette année-là voit également la création de la Fédération sportive féminine internationale, FSFI, dont Alice Mia assure la présidente, comme nous l'avons dit plus haut. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que les femmes gagnent le combat pour l'inclusion féminine aux Jeux Olympiques. Alors, en 1921 exactement, hein, donc suite à ce qui s'est passé, il y a une supervision de ces championnats olympiques féminins, donc ça fait grincer des dents, bien évidemment, à Paris, ça se fait passer à Paris, au stade Pershing du Bois de Vincennes, pour ceux qui connaissent. Bien que couronnée de succès, Alice Mia doit renoncer à utiliser le terme olympique, parce qu'effectivement, ce terme-là, il était déjà utilisé. Les Jeux mondiaux féminins de 1926, présidés par le prince Gustave Adolphe de Suède, remportent finalement un grand succès. Et face à cette pression, finalement, les femmes ont gagné, le CIO finit par céder et intègre dans des épreuves féminines d'athlétisme aux Jeux d'Amsterdam en 1928. Suite à ces décisions, l'athlète canadienne Ethel Catherwood remporte la médaille d'or au saut en hauteur, démontrant une agilité et une grâce extraordinaires. Et suite à ces avancées, Alice Mia annonce la dissolution de la FSFI, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, la Fédération sportive féminine internationale. Le combat pour l'inclusion féminine aux Jeux Olympiques était gagné, marquant un tournant significatif dans l'histoire de la reconnaissance et de la célébration des performances sportives féminines. Oui, alors c'est un combat, ça a mis du temps, on est d'accord que tout ça, s'il y a eu effectivement cette inclusion, dans les mentalités, c'est encore difficile. Après 1948, après-guerre, les femmes étaient de retour avec une présence plus forte que jamais. Pendant les années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, les Jeux Olympiques ont été suspendus. Mais à la reprise, les femmes étaient de retour avec une présence plus forte que jamais. Fanny Blanquer-Cohen, surnommée la ménagère volante, on ne saura pas pourquoi, mais c'est ainsi. Elle a marqué l'histoire en remportant 4 médailles d'or en athlétisme aux Jeux de Londres. Cette dame a également brillé dans les épreuves de 100 et 200 mètres, 80 mètres et relais 4 x 100 mètres, défiant les conventions de l'époque sur la participation des femmes dans le sport. Et oui, voilà, ménagère volante, parce qu'elle volait au-dessus des haies, il faut l'imaginer. C'était une femme qui devait courir, donc voilà, c'est un jeu de mots, j'imagine, qui a été inventé par nos amis journalistes de l'époque. Par image, j'avais cru qu'elles avaient déjà confié l'aspirateur et le balai à ces messieurs. On n'en est pas encore là. Non, pas tout à fait. Les disciplines sportives, suite à ce déroulement de l'histoire, se sont élargies. Oui, il faut savoir que dans les années 1960, entre les années 1960 et 1970, ont été témoins de progrès majeurs. Les disciplines sportives féminines ont été donc élargies, ce qui reflétait une diversité croissante. Les gymnastes comme Olga Korbut et Nadia Comaneci ont captivé le monde, inspirant de jeunes athlètes à travers le globe. Et oui, parce que Nadia Comaneci, c'est le fameux 10 en gymnastique, quand même. Extraordinaire, cette jeune gymnaste. Après, on est passé avec les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, qui, elles, ont été marquées par l'inclusion des épreuves de marathon féminin, avec une avancée symbolique mais importante vers l'égalité des sexes. Johanne Benoît a remporté cette première épreuve de marathon, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire olympique. La place des femmes, enfin reconnue de plein droit au sein du mouvement olympique. Progressivement, les dames font leur chemin et avec grande satisfaction et mérite. La participation des femmes s'est accrue et depuis 2007, la charte olympique rend obligatoire leur présence dans tout sport. Un engagement renforcé en 2015. En 2012, les Jeux de Londres, avec l'introduction de la boxe féminine, la participation des femmes a été dans toutes les disciplines. Depuis 1991,
tout sport qui souhaite être inclus au programme des JO doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. C'est un grand pas institué. Énorme, effectivement. Aujourd'hui, imaginez des femmes qui font de la boxe, c'était impossible à l'époque, et aujourd'hui, on voit nos championnes sont capables de faire sur un ring, comme on dit. C'est remarquable. Et oui, l'évolution des femmes aux Jeux Olympiques est une saga remarquable de courage, de détermination, mais aussi de réussite. De Hélène de Bourtalès à nos jours, les femmes ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire olympique, montrant que le sport est un terrain où l'égalité et l'excellence s'épanouissent ensemble. La semaine prochaine, on vous propose de retrouver notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposerons les Jeux Olympiques modernes de 1900 à 1924. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec nos invités Patrick Capberne, Valérie Berger et Loïc Berger. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec Patrick Capberne, président de la Ligue Occitanie de course d'orientation, qui est aussi pratiquant et a remporté le dernier championnat de France en catégorie plus de 65. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors, avant d'enchaîner sur nos deux autres invités, une petite présentation, Patrick. Pratiquant, président de ligue, et quoi encore ? Oui, alors on est souvent multicasquette en course d'orientation. Donc si on démarre au niveau national, je suis responsable de la commission développement durable à la FFCO. Ensuite, au niveau de la Ligue, je suis président effectivement de la Ligue régionale d'Occitanie. Et ensuite, je suis membre actif du club du TOAC, enfin la section course d'orientation du TOAC. Alors par contre, excuse-moi, le TOAC c'est quoi ? Alors le TOAC, c'est un grand club multisport de Toulouse, Toulouse Olympique Aérospatial Club. Ça avait le mérite d'être précisé quand même, parce que ça a l'air évident pour tout le monde, mais le TOAC, pour le Kidam, on n'est pas forcément au courant. Merci Patrick. Donc j'ai avec moi aussi Valérie Berger, qui est présidente du comité départemental de Haute-Garonne de course d'orientation, trésorière de la Fédération française de course d'orientation, pratiquante aussi elle-même, et qui a été deuxième lors des championnats de France catégorie plus de 60, et aussi organisatrice de la course internationale 5 jours aux France. Ça fait beaucoup Valérie, c'est ça ? Je me suis trompé ? J'ai été aussi championne de France l'année passée aussi. Ça dépend des courses, puisqu'il y a plusieurs types de courses. Voilà. Bon, voilà. Alors, une petite présentation. Alors, déjà c'est une personne qui fait beaucoup de choses. Quoi d'autre ? Je crois que c'est vraiment c'est les activités principales au niveau de la course d'orientation. Il faut avoir du temps pour faire tout ça, donc c'est bon. On a arrêté notre activité salariée, donc du coup, on a plus de temps. Donc, en fait, comme on dit toujours, les retraités, vous n'avez pas de temps en ce moment parce que vous êtes concentrés sur plein d'autres choses, c'est ça ? Tout à fait, c'est des retraités très actifs. Merci Valérie. Donc, on a avec nous à l'antenne aussi Loïc Capberne, qui est membre de l'équipe de France senior de course d'orientation pédestre du club de Toulouse Olympique Aérospatial Club. Donc, je ne me suis pas trompé, c'est le TOAC, et qui est donc en section course d'orientation. Alors, j'ai des infos, faut me corriger Loïc si je me trompe, 13e au classement mondial en sprint et 25e au classement mondial forêt. Voilà, une petite présentation Loïc, et bonjour. Oui, bonjour, c'est ça, ouais. Donc, je suis en équipe de France de course d'orientation pédestre. Et je suis membre aussi du Pôle France qui est sur Saint-Étienne. Donc, je vis à Lyon. D'accord. Et c'est pas incompatible, Lyon-Saint-Étienne, ça se passe bien ? Non, ça va, on fait les trajets plusieurs fois par semaine, mais... non, mais je dis ça parce qu'il y a une grosse rivalité. On est en bon terme, oui. Voilà, entre les deux. On fait bien, ouais. Justement, Loïc, donc, j'ai envie de te demander tout de suite, on va démarrer par toi, parce que tu es membre de l'équipe de France, c'est toujours impressionnant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la course d'orientation plutôt qu'un autre sport ? Moi, j'ai commencé, vu que c'est un sport assez familial, en fait, généralement, on commence quand les parents en font. Donc, j'ai commencé très jeune, je dirais, vers l'âge de 5-6 ans. Donc, au début, on suit une ficelle et puis après, c'est de plus en plus difficile. Mais donc, j'ai commencé tout petit. Après, j'ai essayé plein d'autres sports et c'est dans celui-ci que j'étais, on va dire, le meilleur. Donc, t'as pas été forcé par papa, maman, je dis ça, tu peux parler librement, non, ils sont là, mais... Pas du tout. C'est vraiment une vocation, quelque chose qui t'a passionné. Ouais. Après, comme ça se passait bien au niveau des résultats, la passion est venue, et puis le goût de la compétition aussi, et qui m'a fait continuer à plus haut niveau, et après qui m'a un peu guidé dans les choix de mes études et de ma vie, ouais. Dans cette passion, j'ai envie de dire, quelle est la spécialité que tu préfères ? Parce que j'ai vu qu'il y avait de la forêt, il y avait de l'urbain, j'ai découvert aussi. Qu'est-ce qui, toi, t'accroche le plus ? Alors, moi, comme je pense la plupart des orienteurs, on commence pour la forêt, pour ce
retrouver un petit peu seul en pleine nature. Donc là, c'est vraiment c'est pourquoi on fait de la course d'orientation à la base. Et après, moi, j'ai quand même développé pas mal un bon niveau en sprint. Donc c'est le format urbain, donc en ville, et où c'est beaucoup plus punchy et très très court parce que ça dure une quinzaine de minutes. Mais après, moi, j'aime beaucoup les deux. Après, si je devais en choisir qu'une, c'est la forêt, parce que on est quand même bien tout seul avec sa carte au milieu de la forêt tranquille. Mais non, moi j'ai pas trop de préférence. Enfin, j'aime bien tout. Alors, j'ai un petit peu une question avant de passer quand même la parole à tes parents, mais quels sont tes projets en tant que compétiteur pour 2024, voire plus loin éventuellement? Il n'y a pas les Jeux Olympiques encore. Je sais que ça chatouille un peu ton papa parce que vous n'êtes pas aux Jeux, mais pourquoi pas? Faut l'imaginer. Non, là pour l'instant on voit année par année, et du coup les objectifs principaux, donc c'est les championnats du monde, et là cette année c'est les championnats du monde à Édimbourg, donc c'est plutôt typé urbain, parce que là c'est une année sur deux où ça alterne urbain et forêt, et donc là c'est typé urbain, donc à Édimbourg, et donc mes objectifs c'est aller chercher les meilleures places, donc j'ai déjà fait 5e, donc rééditer ou faire mieux. Là, c'est ce qu'on va te souhaiter. On va interrompre. Tu restes avec nous en ligne. N'hésite pas à intervenir quand tu veux, parce qu'on va maintenant interroger un peu ton papa. Alors, Patrick. Oui, Patrick, avant que l'on aborde la partie compétition, j'aimerais que vous nous présentiez la course d'orientation, CO, pour les initiés. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, la course d'orientation, le principe est relativement simple. C'est faire un parcours obligé, défini par l'organisateur. Alors, plus exactement par ce qu'on appelle un traceur, qui consiste à partir d'un départ, arriver à une arrivée, mais en passant à des points obligés. Alors, pour être très, très pratique, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Parce que moi, tu déromps pas. Déjà, toi, tu es déjà parti, mais la personne qui va démarrer, là, qu'est-ce qu'il lui faut? Parce que là, il faut un peu expliquer quand même. Oui, alors il y a 2 équipements principaux, en fait. Il y a la boussole et la carte. Voilà. Pour pas perdre le nord, en fait. Alors bien sûr, après, il faut avoir les jambes protégées, donc avoir des chaussettes guêtres ou des guêtres, des chaussures adaptées, mais le matériel vraiment spécifique, c'est la boussole et la carte. Alors on a en plus au moins un autre équipement qui est un doigt électronique, de façon à pointer les balises. On a des boîtiers électroniques sur chaque balise, et ça permet de prouver qu'on est passé à cet endroit-là, obligé, et ça permet aussi à l'arrivée d'avoir automatiquement les temps de course. Mais le principe de la course d'orientation, c'est vraiment de faire un parcours prédéfini dans le temps le plus court possible. Voilà le principe. Et quelles sont les différentes spécialités de la course d'orientation? Alors, les différentes spécialités sont basées sur le mode de locomotion. Donc la spécialité la plus utilisée, c'est le pédestre. Mais elle se pratique aussi en ski de fond, c'est le ski orientation, et en VTT, c'est la CO à VTT. Alors après, dans le pédestre, on a différentes variantes, Loïc l'a un petit peu dit. Il y a du plus court au plus long, on a le sprint qui est en milieu urbain, et après en milieu forêt, on a la moyenne distance qui se court à peu près en 35 minutes pour les seniors, pour les meilleurs, et des longues distances qui se courent entre 1 heure, 1 heure et demie, suivant les catégories, pour les meilleurs. Après, on a des variantes de nuit, la CO de nuit, qui se fait donc avec une lampe frontale, des balises légèrement réfléchissantes, mais c'est pas une épreuve complètement officielle. Et après, on a des formules relais, aussi bien en sprint, donc là c'est une femme, un homme, une femme, ou des relais forêt, 3 hommes ou 3 dames. Donc pas mal de variantes, et on peut citer pour finir la formule raid d'orientation, qui est une formule plus longue, un peu moins technique, mais très physique, où là on peut avoir des raids sur une journée ou 2 jours, avec un bivouac entre les 2 journées. Voilà en gros les différentes formes. Et la course d'orientation est une discipline, si je ne me trompe pas, qui vient des pays nordiques et qui voit le jour à la fin du 19e siècle. Elle s'est véritablement développée en France que dans les années 70 avec la création de la Fédération française de course d'orientation. Valérie, quelques mots sur l'histoire de ce sport? Ce sport, donc en France, il a surtout commencé avec les militaires, en fait, qui étaient très intéressés par le sujet, on comprend pourquoi. Et donc il y a eu des premières cartes qui n'étaient pas de très bonne qualité, un peu genre hygiène améliorée. Et après, ça s'est beaucoup amélioré quand il y a vraiment la Fédération française qui s'est créée et qui s'est associée à la Fédération internationale. Donc, c'est un sport qui se pratique partout de la même manière, sur les mêmes normes de cartes, avec les mêmes légendes. Donc, on peut aller faire de la CO en Suisse, en Espagne, en Australie, en Chine. Il y a même eu des championnats du monde en Chine. C'est vraiment complètement codifié et c'est très accessible. Voilà. Donc ça, c'est
c'est le côté international du sport. Patrick, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, alors j'aurais presque eu envie de dire, quand est-ce qu'est née la CO ? On pourrait dire elle est née avec l'humanité, puisque finalement, depuis la préhistoire, l'homme a eu besoin de se déplacer d'un point à un autre. Lui regarder les étoiles, lui. En utilisant, oui. Alors si on regarde la vieille histoire, c'est les étoiles. Oui, il y a différentes techniques. Aller d'un point à un autre le plus rapidement possible, c'est quelque chose de naturel. Mais voilà, elle est vraiment née fin du 19e siècle, du 19e siècle, c'est ça, en Scandinavie, et plutôt créée par des militaires, comme on l'a dit. C'est les pays nordiques qui nous ont un peu amené tout ça, quoi. Ouais. C'est ça. Chez eux, c'est vraiment un sport qui passe à la télévision, qui est très très populaire, et ils ont des courses. La fameuse course Oringen, qui a lieu sur 5 jours chaque année, rassemble jusqu'à entre 20 000 et 30 000 personnes. Voilà, donc c'est quelque chose de difficilement imaginable en France. Moi, j'avais quand même noté, parce que j'ai fait ma petite recherche, et on a quand même un garçon qui a été champion du monde 14 fois, un certain Thierry Georgiou, qui a quand même, ça montre que dans cette discipline-là, on a aussi des garçons capables, et des femmes sûrement, mais lui, il a gagné 14 fois. Donc c'est vraiment une personne exceptionnelle qui a vraiment l'orientation dans la peau et qui a beaucoup travaillé, parce que ça demande quand même de travailler beaucoup. On appelle ça des routines, des automatismes d'analyse de cartes, de mémoriser ce qui est intéressant à mémoriser pour toujours savoir où on est. Et c'est vraiment ça, l'orientation, c'est vraiment utiliser la carte au mieux en prenant les éléments qui sont intéressants pour toujours savoir où on est et faire le déplacement le plus vite possible. Alors Valérie, j'ai noté, merci pour toutes ces infos, mais j'ai noté aussi que toi, tu étais multiposte dans cette organisation de la course d'orientation. Mais comme c'est pas suffisant, tu t'es retrouvé aussi à organiser début août une course internationale 5 jours aux France, au lac de Ticou, dans les Pyrénées catalanes, avec quelques 2500 orienteurs. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc en fait, aux France, c'est une compétition tous les 2 ans. Et en général, c'est un club, un CD ou une ligue qui va prendre cette organisation. Et suite au Covid, personne s'était lancé dans cette organisation parce que ça demande quand même des moyens financiers, on prend un peu de risque. Donc du coup, la fédération a décidé de le faire. Donc nous l'avons fait avec des bénévoles venant de toute la France, du coup, pour faire tous les ateliers, départ, arrivée, accueil, inscription. Et donc moi, j'étais plus particulièrement donc vraiment chef de projet pour coordonner tout ça, 80 bénévoles. Ah oui, quand même. Oui. Une petite organisation quand même. À héberger, à nourrir. Et donc si on revient sur 2023, il y a cette grosse organisation-là. Et il y a eu aussi, je crois, un championnat de France longue distance en août aussi. Oui. Auquel vous avez tous participé aussi, pareil. Oui, bien sûr. Et vous avez même participé en tant que concurrent, quoi. Oui. Voilà, tous les 2 champions de France de ces jours-là, non ? Je sais. Alors, ce jour-là, Valérie a été deuxième, mais elle est plus souvent première que deuxième. D'accord. Ce jour-là, elle a été deuxième, je crois, pour quelques secondes. Et Loïc, il était dans le coup aussi. Alors Loïc, il pourra le dire, n'était pas tout à fait remis d'une blessure. T'étais pour le championnat de France, Loïc ? Alors oui, je suis là. Alors du coup, je me suis blessé. J'avais une compétition en Belgique la semaine d'avant. Je m'étais cogné fort le genou. Du coup, je me suis bien reposé la semaine et j'ai juste couru le relais où avec justement le club de Toulouse, on a fini second. Mais j'ai pas couru les autres compétitions. Il y avait aussi la longue distance en individuel le même week-end. Mais du coup, une belle performance quand même en relais. D'accord, merci Loïc. Et pour 2024, quelles sont les grandes compétitions à venir ? Donc, chaque année, de toute manière, il y a tous les championnats de France, donc le longue distance, moyenne distance et sprint en individuel. Il y a le championnat de relais, donc tout le monde peut participer s'il est qualifié. Pour certaines compétitions, il y a des qualifications régionales. Il y a un grand rendez-vous de clubs qui s'appelle le CFC, Championnat de France des clubs, où là, il y a des divisions, National 1, National 2, National 3. Et suivant le résultat de l'année précédente, on monte ou on descend de division. Donc nous, avec le TOAC, nous sommes en première division et nous devons faire une équipe de 8 personnes, autant d'hommes, autant de femmes, avec la parité. Ah oui, voilà. La fameuse parité. Et il y a un autre grand relais qui s'appelle le CNE, le championnat national des équipes, parce que là, on peut faire des équipes de clubs sans qualification et... si je me souviens bien, c'est combien d'hommes ? 7 hommes et 5 femmes. Voilà. Donc il y a un relais homme et un relais femme. Et là, c'est aussi le grand rassemblement des orienteurs, sachant que nous sommes 10 000 licenciés à peu près. Et ceux qui font de la compétition se retrouvent et se connaissent sur les mêmes catégories assez régulièrement. Donc c'est des grands rassemblements où on se retrouve. Et comment est organisée la course d'orientation dans le département et la région ? Où est-ce qu'on peut le pratiquer ?
Alors là, nous avons sur l'Occitanie, nous avons 870 licenciés à fin 2023 qui sont répartis sur 23 clubs, mais 23 clubs qui ont des tailles très différentes. Et on est sur tous les départements de la région ont au moins un club, à l'exception de l'Ariège, malheureusement. On n'a pas réussi, on aimerait bien qu'il y ait un club en Ariège parce qu'il y a des très très beaux terrains. L'appel est lancé. Voilà, mais c'est ça. Fédérez-vous, faites de Et la en fait, coordination. on a un calendrier au niveau de la Ligue qui est mis sur le site de la Ligue et aussi sur le site de la Fédération d'ailleurs, où sont annoncées toutes les courses. Il y en a pratiquement un week-end sur deux, quasiment, il y a une course régionale. Et en fait, ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a toujours des parcours ouverts aux non-licenciés. Donc en fait, il suffit de prendre les coordonnées sur le site et de s'inscrire, et on peut aller courir avec des niveaux techniques différents. Donc il y en a pour tous les âges et tous les niveaux. Même si on n'en a jamais fait, on peut toujours commencer à n'importe quel âge. Et pour conclure, j'ai posé la question à tous les deux. Qui peut pratiquer et quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent pratiquer la course d'orientation ? Qui peut pratiquer ? Déjà, ce qui est important de voir, c'est que c'est pratiquement tous les âges, à partir, je dirais, de 7-8 ans jusqu'à 99 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres sports, toute la famille peut pratiquer au même endroit, à la même heure. On a différents circuits, comme l'a un peu dit Valérie, à chaque compétition, des circuits courts et faciles pour les plus jeunes, et puis ça se complexifie, ça se rallonge pour les seniors, et puis après, c'est un peu l'inverse, pour les plus âgés, c'est toujours un peu complexe, mais par contre, ça se raccourcit à nouveau. Donc, on peut avoir 3 générations, ça arrive, d'orienteurs de la même famille, qui viennent sur la même compétition. Donc déjà, c'est une pratique qui est bien adaptée aux familles. Ensuite, on peut la pratiquer avec différents états d'esprit, aussi bien en loisir santé, que dans un esprit qui va devenir de plus en plus compétitif. On a vraiment tout le panel de pratiquants. Et d'ailleurs, sur l'aspect, il y a aussi l'aspect éducatif, puisque c'est une discipline qui se pratique au collège, au lycée, et ça a des valeurs éducatives qui sont très intéressantes pour apprendre l'autonomie, apprendre la prise de décision. Il y a également tous les aspects contact avec la nature. Nous, on essaye de vraiment mettre cette dimension en avant d'intégration dans la nature. Quand on quitte les sentiers, c'est vraiment là qu'on est complètement immergé dans des milieux naturels qui peuvent être très différents. Et donc, on considère que c'est un très bon moyen d'éduquer à l'environnement. Et on essaye justement de participer, par exemple, à des opérations comme Sport Planète, qui est promu par la Maïf, où il s'agit d'avoir des actions de développement durable. Donc pour nous, ça c'est une dimension qui est importante et voilà, qu'on essaye de mettre en avant. Et je rajouterais que il y a les circuits sont souvent à la fois chronométrés ou non chronométrés. Il y a les deux quand on fait des compétitions. Il y a des circuits chronométrés et des circuits non chronométrés, ce qui permet aux personnes de le faire vraiment à l'allure qu'ils veulent. Et on vérifie juste qu'ils sont rentrés à la fin quand même pour pas en laisser sur le terrain, quoi. En fait, on sent la passion, et c'est aussi, vous n'osez pas trop le dire, mais là, autour de la table, c'est quand même aussi une opération familiale, et on peut pratiquer donc en famille. Vous êtes l'exemple même avec un fiston qui lui aussi a fait de la compétition. En tout cas, c'est intéressant de vous avoir reçu pour parler de cette passion que vous animez. Et effectivement, c'est dans l'air du temps, on est dans la nature, et je crois que c'est un beau sport à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Prenez vos cartes et puis allez vous promener, allez courir, et puis rapprochez-vous de nos amis là qui font de la course d'orientation. Oui, pour plus de renseignements, on peut vous retrouver sur ffcorientation.fr ou ligue-oc-co.com. C'est bien ça ? C'est ça, voilà. Donc il y a des informations soit très générales au niveau de la Fédération française pour le premier site, et le deuxième, on peut trouver en particulier le calendrier de toutes les courses de la saison dont a parlé Valérie, qui sont encore une fois ouvertes à tous, y compris avec des circuits débutants, avec des organisateurs qui peuvent être à la disposition de personnes qui veulent découvrir l'activité et parler ensuite de leur club. Pas mal de clubs offrent des entraînements pour que chaque personne débutante puisse progresser au fil des entraînements et des courses. Et sur le site de la fédération aussi, il y a aussi tous les clubs, il y a une petite carte de France et vous mettez votre ville et vous avez tous les clubs qui sont proches de votre lieu de résidence aussi. Merci à tous les trois pour ce bel échange. Bonne continuation pour le développement de la course d'orientation en France et dans la région. Nous avons été très heureux de vous recevoir dans l'émission. Et si on parlait de sport, on vous souhaite une bonne saison 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans l'émission. Merci. Merci à vous. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler vol à voile avec Michel Caudron.
comité départemental de vol à voile de Haute-Garonne, et Antoine Paulus, pilote de planeur, association Vélivol de Tarbes. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités Michel Caudron, du comité départemental de vol à voile de Haute-Garonne, et Antoine Paulus, pilote de planeur, association Vélivol de Tarbes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Antoine, donc c'est toi qui vas prendre la main là, puisque notre Michel n'est pas avec nous en présentiel comme on dit, mais qui nous écoute. Donc Antoine, tu es pilote de planeur. Et j'ai envie tout de suite de te demander d'abord un petit peu ton parcours. Tu es pilote de planeur, mais tu as d'autres choses dans ton escarcelle ? Oui, je suis rentré par l'aéronautique, par le brevet d'initiation à l'aéronautique quand j'avais 15 ans. J'ai passé mon brevet de pilote privé. Et c'est finalement un peu plus tard, c'était pendant le confinement après le confinement plutôt, que je me suis mis au planeur. J'ai passé les différents brevets jusqu'à la licence de pilote planeur. Donc voilà, aujourd'hui je suis pilote avion et planeur. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette direction-là ? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce fait de partir en l'air comme ça avec un planeur ? Alors déjà la passion pour l'aviation, parce que c'est un sport de passionné, mais surtout le fait qu'on va aller chercher quelque chose qui est un peu différent du vol en avion et du vol moteur. Bien sûr, on n'a pas de moteur en planeur, ce qui est logique. Mais c'est surtout, on cherche pas forcément la même chose. On est vraiment beaucoup plus... on va dire qu'il y a vraiment une communion en fait avec différents éléments, puisque on n'a pas de moteur, on est propulsé uniquement par le soleil, par le vent. Donc finalement, c'est vraiment autre chose que le pilotage d'un avion en moteur. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du vol à voile et de ses différentes disciplines ? Oui, tout à fait. Alors, on va démystifier d'abord vol à voile, vol en planeur ou vol libre, c'est la même chose. Tout est chapeauté par la Fédération française de vol en planeur. Le but, ça va être de piloter un aéronef sans moteur. Alors, on a un moyen mécanique, on va dire, pour monter à une certaine altitude, 500, 750 mètres. Et à partir de ça, utiliser les courants d'air ascendant, donc l'air chaud, qui est moins dense que l'air froid, pour monter et pour se maintenir en l'air le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, on peut faire différents types de vols. Et donc différentes pratiques également, des vols qu'on va appeler locaux, où on va rester à proximité du terrain de départ, mais on peut aussi faire des circuits, par exemple. Donc moi je vole à Tarbes, à l'association Vélivol de Tarbes. On a certains de nos membres qui, lors des circuits, vont aller quasiment jusqu'à Agen, uniquement par des planeurs, sans moteur, et revenir, et ça fait des vols assez longs, parfois 4, 5, 6, parfois même 7 heures. On a des membres qui ont fait 7 heures il y a quelques années. Il n'y a pas de danger, non ? Il n'y a pas une peur que ça s'arrête d'un seul coup, qu'il n'y ait plus de vent ? Comment ça se passe ? Alors, justement, lors des briefings aujourd'hui, grâce au modèle météo, on sait à peu près au moment où les ascendances vont s'arrêter et au moment où il faudra donc éventuellement penser à revenir au sol. On vole toujours ce qu'on appelle en local d'un terrain. Donc, par exemple, on va voler à distance de planée de Tarbes au départ, puis on va partir un peu vers l'est et on sera en vol de planée, on pourra rejoindre Saint-Gaudens, etc. Et si vraiment les conditions météo se dégradent, à ce moment-là, on va faire vache, comme on dit dans le milieu. C'est une expression un peu bizarre pour dire qu'on va se poser dans un champ. Et après, voilà, les planeurs... On se scratche pas pour rassurer les auditeurs. Non, on ne se crache pas. On se pose dans un champ et ensuite, on appelle les copains pour qu'ils viennent vous chercher avec la remorque. On démonte le planeur dans le champ et on le ramène au terrain. Tout à fait. Alors, il existe des vols de découverte, parce que ce que tu nous racontes là, c'est passionnant. Et en fait, si on a envie de découvrir un petit peu tout ça, il existe des vols découvertes par la Fédé, j'ai lu ça. Tout à fait, oui. La Fédération propose de faire des vols d'initiation d'abord, de quelques minutes. Alors nous, à Tarbes, on a la chance d'avoir les Pyrénées à côté, donc on amène parfois certaines personnes au-dessus des montagnes. Mais on peut aussi, la Fédération propose aussi des licences 3 jours, il me semble, qui permettent de découvrir un peu plus...
intensément, on va dire, le planeur et éventuellement de partir vers une formation derrière pour devenir pilote. Donc il y a un petit stage comme j'imagine, de présentation, il y a un peu de briefing avant, comment ça se passe ? Tout à fait, oui, il y a toujours un briefing avant et vous voulez toujours avec un instructeur, bien sûr, dans ce cadre-là, qui vous permet d'évoluer en toute sécurité et puis de découvrir vraiment le sport dans des conditions intéressantes. On va te reprendre, mais on a notre Michel là, pas loin. Là. Michel, tu nous entends là, on va te demander à toi comment est structuré le vol à voile en France, mais surtout dans la région, Michel. Oui, Antoine en parlait, il y a différents terrains, aérodromes, et on peut dire que il y en a un tous les 60 km répartis sur toute la France. Il y a une licence à prendre, soit c'est un vol d'initiation, soit c'est des vols de 3 jours. Voilà. Ensuite, il y a une licence annuelle qui n'est pas très élevée, et on commence les cours théoriques pour expliquer comment ça fonctionne. Comment ça se passe une compétition finalement ? Qui gagne ? Alors, comment on gagne ? Parce qu'il n'y a pas de but à marquer là. Donc comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, on monte tous les planeurs. Bon, il peut y en avoir 10 ou plus, une vingtaine. On monte les planeurs et il y a un top, un tour de rôle, et il doit faire un circuit. Prenons l'exemple d'un triangle. Il y a des points de virage. Donc, il doit passer ces points de virage à la verticale. Ensuite, il va à l'autre point et il rentre. Et c'est celui qui a mis le moins de temps pour faire ce triangle. D'accord. Voilà. Et donc, les classements se font sur ce paramètre-là, c'est-à-dire le temps de parcours. Donc, il y a des championnats de France, il y a des championnats d'Europe. Comment ça se passe aussi ? C'est organisé ? Oui, championnat du monde et tout. Ah oui, là, les planeurs, on peut le dire, il y a différentes catégories. Il y a différentes envergures. Le planeur courant en monoplace, c'est 15 mètres. Il y a 22 mètres. Et il y a aussi 28 mètres d'envergure. D'accord. Et est-ce que Alors, c'est des planeurs qui sont très fins et ils planent plus longtemps et ils vont plus loin. Un planeur de 15 mètres, moderne. Sinon, il y a des planeurs anciens, bois étoile, qui font 15 km en plané, sans vent, sans ascendant, sans rien. Antoine, donc, quelles sont les grandes dates que tu peux nous donner pour 2024 pour les vol à voile ? Au niveau du vol à voile, alors il y a beaucoup de championnats de France dans différentes catégories qui sont tout au long de l'année avec plusieurs étapes. S'il y a vraiment un championnat qu'il faut retenir, ce sera le championnat du monde qui cette année a lieu aux États-Unis. Il sera du 14 août au 1er septembre 2024. Voilà. Et pour les juniors, ce sera en Pologne et ce sera un peu plus tôt en juillet. Bah, merci pour ces infos. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent justement pratiquer le vol à voile ? Eh ben, c'est de se renseigner où se trouve un aérodrome où le vol à voile ou le planeur est pratiqué. Voilà, il s'inscrit. Nous avons parlé d'un vol d'initiation, mais il peut s'inscrire pour apprendre à piloter. D'accord. Et on trouve sachant que il peut auparavant, à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à 22 ou 24 ans, il passe le BIA. Ça lui donne une bourse qui était, maintenant je ne sais plus exactement, de 400 € par la fédération et par l'aviation civile, et il peut commencer à apprendre à piloter. Et là, il est coaché, enfin c'est pas le terme, mais il y a un instructeur qui le guide en vol, mais il y a des cours théoriques aussi. D'accord. Alors il y a les deux avant le vol ou les jours précédents, il y a des cours théoriques et après c'est mis en pratique en vol. Donc oui, Antoine, juste pour conclure un peu cette émission, est-ce que tu peux nous dire qui peut pratiquer et quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui souhaitent pratiquer la... Et justement, il n'y a aucun prérequis, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac+5 en sciences pour pouvoir piloter un planeur. On peut commencer tôt, dès 13 ans, avec le BIA, on l'a dit, le brevet d'initiation à l'aéronautique. Oui, ça, c'est bien de préciser le BIA. Il permet d'octroyer en plus des bourses, puisque la FFVP déploie énormément d'aides pour les jeunes, pour les aider à déployer leurs ailes, entre guillemets. Voilà. Et pour ce qui est des planeurs, on peut commencer à voler donc, dès 13 ans, à voler seul dès 14 ans et avoir la licence dès 16 ans. Donc c'est relativement tôt, on n'en a pas forcément conscience. Et puis oui, il n'y a pas d'âge spécialement. Donc là, on a beaucoup parlé des jeunes. Tous les âges en fait peuvent rejoindre un aéroclub. Il faut juste un club planeur, pardon. Il faut juste aller dire bonjour aux personnes qui portent des bobs en bout de piste et voilà, vous serez bien accueillis quoi qu'il arrive.
Merci en tout cas pour ces petites précisions. Alors, pour plus de renseignements, donc j'ai un site que je peux donner, celui de la fédération, c'est ffvp.fr. Et là, sur cette plateforme informatique, ils vont pouvoir trouver tous les renseignements dont tu me parles. Merci Michel et Anton pour votre témoignage et votre intervention dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison. On vous souhaite une bonne année 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Maintenant, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Patrick Capberne, Valérie Berger, Michel Caudron et Anton Paulus. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Patrick Capberne, Valérie Berger, Michel Caudron et Anton Paulus. Voilà, donc on va se lancer sur ce quiz. Donc je rappelle une quiz, donc question de co-orientation qui sera posée à nos amis du vol à voile et bien évidemment question vol à voile qui sera posée à nos amis de la course d'orientation. On va commencer par le vol à voile. Michel, t'es toujours là ? Allô Michel. Alors attention Michel, on va poser la première question et tu travailles avec Antoine. Vous avez le droit de vous interroger tous les deux. La première question Michel, pour la course d'orientation, quel est l'outil de navigation de base utilisé en course d'orientation ? Il y a 3 réponses possibles. Première réponse possible, GPS, la deuxième, la boussole, ou la troisième, la carte topographique. Pendant l'émission, on a dit qu'il y avait une boussole et une carte au début. Je dirais plutôt la boussole peut-être, Michel, je sais pas ce que tu en penses. Exact. Voilà, bonne réponse. Voilà, c'est bien parti donc pour nos amis du vol à voile. Maintenant, question pour nos amis de la course d'orientation. Attention. Alors, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Michel, vous devez trouver. Quel terme désigne la technique de vol consistant à exploiter les courants ascendants pour gagner de l'altitude ? Vol en palier, vol en spirale, vol en montée thermique, vol en descente. Montée thermique ? Eh oui, c'est la montée thermique. Bonne réponse. Allez, on revient sur nos amis de la vol à voile. Combien de balises, typiquement, trouve-t-on sur un parcours de course d'orientation ? Combien ? Je dis bien, il y a 3 réponses. 5 à 10, 15 à 20 ou 25 à 30. Michel, une idée ? Oui, je pense 5 à 10. Eh ben non, Michel, c'était de 15 à 20. Donc, mauvaise réponse, c'est pas grave. On est à un partout. On passe à l'autre question pour nos amis de la course d'orientation. Quelle est la partie d'un planeur qui permet de mesurer son inclinaison par rapport à l'horizontale ? Gouverne de profondeur, aileron, variomètre ou horizon artificiel ? Oui, l'horizon artificiel. Bonne réponse. Quelle couleur est généralement associée à la balise de départ en course d'orientation ? Rouge, jaune ou bleu ? J'aurais peut-être dit orange, donc c'est pas dans les... J'aurais peut-être rouge. Eh non, c'est jaune. Alors c'est d'après les infos que j'ai officielles. Course de départ, je dis bien. La balise de départ. En fait, elle est orange, alors c'est sûr. Généralement associée. Elle est orange. Elles sont toutes oranges d'ailleurs. Orange et blanche. C'est juste. On a le juge qui dit que c'est juste. Alors, on repart sur nos amis. Quel type de nuage est généralement associé au courant ascendant utilisé en vol à voile ? Cumulus, cirrus, stratocumulus ou nimbostratus ? Cumulus. Michel, c'est pas à toi de répondre sur cette question-là. Pardon. On l'avait dit juste avant, ça va. Bon, il l'avait dit juste avant. Tu es pardonné, Michel. Maintenant, une question pour toi, Michel. C'est la dernière question pour vous. Alors, attention. Que signifie le poste de contrôle en course d'orientation ? Que signifie le terme poste de contrôle en course d'orientation ? A. Une zone où les concurrents peuvent se reposer. Une balise à laquelle les concurrents doivent se rendre. Une zone interdite aux concurrents. Une balise auquel les concurrents doivent passer. Une balise également, alors à ce moment-là. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo, Michel. Dernière question. Ouais, 3-3, donc on est à égalité. Dernière question, donc là, importante. C'est quelle est la distance maximale parcourue en planeur enregistrée en une seule journée ? Michel, tu ne dis rien. Première réponse, non. 500 km. Deuxième réponse, 1000 km. Troisième réponse, 1500 km. Et quatrième, 2000 km. Je dis bien une distance parcourue en une seule journée. On tente 2000. Non, c'est 1000. Et non, c'était 1500 km en une journée. Donc ça nous donne égalité. On a la question quiz Jeux Olympiques. Et là, c'est les 2 réponses. C'est ceux qui répondent le plus vite. Michel, Antoine, attention, Patrick et Valérie, c'est
celui qui va répondre le plus vite à la question sur les Jeux Olympiques. Quel sport fera son retour aux Jeux Olympiques d'été en 2024 après une absence de 113 ans? 4 possibilités. Cricket, rugby à 15, escrime ou golf. Après 100... Cricket. Le plus rapide, ça a été la coordination. C'est vrai qu'ils vont vite, ils courent vite. Voilà. Hein, voilà. Ils analysent vite, nos amis de la course d'orientation, c'est des orienteurs. Merci en tout cas, bravo pour ce petit concours. C'est la fin du match et de cette 33e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 33e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre jusqu'au 28 janvier le Grand Chelem d'Open d'Australie à Melbourne, les Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse à Gangwon 2024. Ont lieu en ce moment et jusqu'au 1er février 2024. Jusqu'au 10 février prochain, il y aura du football avec la Coupe d'Asie des Nations au Qatar et jusqu'au 11 février du football aussi avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Du 24 au 28 janvier, il sera possible de visionner la Coupe du monde femmes de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie. Entre le 26 et le 28 janvier auront lieu les championnats du monde de luge en Allemagne ainsi que la Coupe du monde femmes de saut à ski en Slovénie. Les 27 et 28 janvier, place au ski alpin masculin avec la Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Le 28 janvier, c'est du cyclocross avec la Coupe du monde homme élite aux Pays-Bas. Passons au football et pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, le 28, Montpellier reçoit Lille et Toulouse affronte Lens. En rugby cette fois, le 27 janvier, retour du top 14, Castres accueille Clermont, Perpignan se déplace à Lyon et Montpellier reçoit Pau. Et enfin, le 29 janvier, le Stade Toulousain se déplace au Racing 92. Et au programme de la semaine prochaine, direction l'Arabie Saoudite et ses paysages, ses terrains variés, ses déserts, ses montagnes, ses dunes et ses pistes rocailleuses pour une course d'orientation d'un autre genre puisque nous rejoindrons la célèbre course Rallye Dakar. Auto, moto, camion s'affrontent depuis 1978 mettant à l'épreuve la résistance physique et la compétence technique des concurrents. Les défis du Dakar vont au-delà de la simple vitesse, mettant également l'accent sur la navigation, l'endurance et la gestion des ressources. En deuxième mi-temps, changement de décor, de température et de véhicule, nous vous donnons rendez-vous avec l'une des plus grandes compétitions mondiales de course automobile, le Rallye Monte-Carlo, épreuve de championnat du monde créée en 1911. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Patrick Capberne, Valérie Berger, Loïc Berger, Michel Caudron et Bernard Pujol. C'est la 33e édition de Si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. À Pauline Gaston-Conduit à l'animation bien sûr radio et au montage son. Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique de Samper Connect pour l'ensemble des suivis réseaux informatiques, plateformes podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission. Merci Pauline. Merci Laurent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.